Le câble noir arraché du mur a marqué la fin de ma patience et le début de mon réveil. Je suis Geneviève Daumier, 68 ans, bibliothécaire retraitée de la médiathèque d'Annecy et propriétaire unique de ces 4 murs. Ma belle-fille croit que je suis une vieille ignorante qui se ramollit devant la télévision, mais elle a oublié un détail crucial. C'est moi qui paie l'électricité qui alimente cette télévision qu'elle vient d'éteindre. Personne ne vous prépare au jour où vous devenez un meuble dans votre propre maison. Pas un meuble ancien et précieux qu'on astique avec soin, mais un de ces vieux fauteuils qui encombrent le couloir et qu'on ne sait pas comment jeter sans culpabilité. J'étais assise dans mon coin préféré avec ma tasse de café au lait à moitié terminée et les jambes couvertes d'un plaid léger en coton. J'attendais de voir si la protagoniste de mon feuilleton allait enfin avouer son secret. C'était mon rituel de 16 heures. Un moment sacré, simple, à moi. La maison était silencieuse, du moins je le croyais. Mes oreilles, habituées pendant 40 ans aux murmures respectueux de la bibliothèque, ont capté le bruit des talons aiguilles frappant le parquet de l'entrée. C'était Séverine, ma belle-fille, une femme qui marche comme si le sol lui devait de l'argent et parle comme si elle avait un mégaphone coincé dans la gorge. Elle est entrée dans le salon comme un ouragan de parfums chers et de mauvaises intentions. Elle ne m'a pas saluée. Elle ne salue jamais. Pour elle, dire bonjour est une perte de temps avec quelqu'un qui ne lui apporte aucune valeur sociale. Elle s'est plantée devant le téléviseur, bloquant ma vue au moment précis où la scène culminante allait commencer. « Assez de ces bêtises !» a-t-elle crié, et sa voix a rebondi sur les murs couverts de mes livres, ceux qu'elle n'a jamais ouverts. Avant que je puisse cligner des yeux ou demander ce qui lui arrivait, Séverine s'est baissée et, d'un geste sec et violent, a arraché le câble de l'antenne. Elle ne l'a pas débranché avec précaution, elle l'a arraché. J'ai entendu le craquement du plastique et j'ai vu l'image sur l'écran se transformer en une pluie grise de parasites avant de s'éteindre complètement. Dans cette maison, on regarde des choses intelligentes, Geneviève, a-t-elle dit en utilisant mon prénom comme une insulte. Sans le madame, sans aucune forme de politesse. J'en ai assez d'arriver et d'entendre ces cris de poissonnière à la télévision. Tu nous fais baisser le niveau intellectuel. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte de nouveau. C'était Thierry, mon fils, mon garçon, l'enfant à qui j'ai appris à lasser ses chaussures et à respecter ses aînés. Il est entré avec sa sacoche en cuir synthétique, arborant cette expression de fatigue permanente qu'il utilise comme un bouclier. Il a vu sa femme avec le câble à la main, respirant comme si elle venait de sauver le monde d'une catastrophe nucléaire. Puis il m'a regardé, pétrifié sur le canapé. J'ai attendu. J'ai attendu qu'il dise quelque chose pour me défendre. Mais Thierry a fait quelque chose de pire que crier. Thierry a souri, un sourire mou, complaisant, lâche, puis il a applaudi. « Bravo, mon amour », a-t-il dit. Il était temps de mettre de l'ordre. Cette télévision allumée toute la journée abrutit l'atmosphère. On a besoin d'ondes positives. Les applaudissements de mon fils ont été le son le plus douloureux que j'ai jamais entendu. C'était le son de la trahison absolue. Je suis restée en silence sur le canapé, mais mon esprit, lui, venait de se réveiller. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Ils sont passés devant moi comme si j'étais invisible. Ils sont allés dans la cuisine, cette cuisine que j'ai conçue il y a 30 ans avec ses carreaux de faïence provençale que j'ai choisis un par un. Je les entendais ouvrir mon réfrigérateur, utiliser ma bouilloire, rire. Ils riaient avec cette complicité de ceux qui croient avoir gagné une bataille contre un ennemi sans défense. Je me suis levée lentement. Mes genoux ont craqué. Un rappel que le temps passe, mais mon dos est resté droit. J'ai ramassé le câble jeté par terre. Ce n'était pas un déchet, c'était une preuve. Je l'ai enroulé avec le même soin que je mettais autrefois à enrouler les rubans des fiches bibliographiques, et je l'ai rangé dans la poche de ma jupe. J'ai monté les escaliers vers ma chambre. Je suis passé devant la porte ouverte de ce qui était autrefois la chambre d'enfant de Thierry, désormais transformée en leur chambre conjugale. J'ai vu comment ils avaient peint les murs d'un gris moderne qui donnait à la pièce l'allure d'une cellule de luxe. Des vêtements traînaient partout. Séverine parle d'intelligence et d'ordre, mais elle vit dans le chaos.
Je suis entrée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Ce fut un clic doux, mais définitif. Je me suis assise devant mon vieux bureau en chêne, le seul meuble que Séverine n'avait pas osé toucher parce qu'il était trop lourd à déplacer. J'ai allumé ma lampe de lecture, celle à la lumière chaude qui éclaire mes nuits depuis des décennies. Mes mains tremblaient un peu, je ne vais pas le nier. La colère est une énergie puissante, mais à mon âge, elle est aussi épuisante. Mon esprit, lui, était clair, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai ouvert le 3e tiroir du bureau, celui qui a un double fond que mon mari avait construit pour garder les lettres d'amour que nous nous écrivions quand nous étions fiancés. Mais il n'y avait pas que des lettres là-dedans. J'ai sorti un livre. Ce n'était pas n'importe quel livre. C'était une édition ancienne des Misérables de Victor Hugo, avec une couverture en cuir usé. Séverine ne toucherait jamais ce livre. Pour elle, un vieux livre est synonyme de saleté, pas d'histoire. J'ai ouvert le livre à la 5e partie, où Jean Valjean fait face à son destin. Là, entre les pages jaunies qui sentaient la vanille et le temps, se trouvait l'enveloppe Kraft. J'ai sorti le document. L'acte de propriété. Propriété exclusive de Geneviève Daumier, veuve Morin. Les lettres noires sur le papier légal semblaient briller sous la lumière de la lampe. Thierry a toujours supposé qu'à la mort de son père, la maison était passée à leurs 2 noms, ou qu'il avait un droit légal immédiat. Il ne s'est jamais soucié de lire le testament complet. Ça ne l'intéressait pas. « C'est ennuyeux, maman. Occupe-toi de ça », me disait-il toujours. Et je m'en suis occupée. J'ai pris une feuille de papier et mon stylo plume. Écrire à la main m'aide à ordonner mes pensées. J'ai fait une liste. Ce n'était pas une liste de courses, c'était une liste de bataille. 1. Serrurier. 2. Avocat, appelé Maître Roussel, vieil ami de la bibliothèque. 3. Compte bancaire, vérifier les accès partagés. Je me suis arrêtée au point 3. Il y a 1 an, Thierry m'avait convaincu de le mettre comme cotitulaire sur mon compte d'épargne en cas d'urgence. L'urgence était arrivée, mais pas celle qu'ils avaient prévue. Demain, tout cela prendrait fin. Le lendemain matin, je me suis levée avant eux. J'ai entendu leur réveil, leur douche précipitée, leur plainte matinale sur les embouteillages et le travail. Je suis restée dans ma chambre jusqu'à ce que j'entende le claquement final de la porte et le moteur de la voiture s'éloigner. Je suis descendue. La maison était silencieuse, mais cette fois, c'était un silence différent. Ce n'était pas un silence de solitude, c'était un silence d'anticipation. J'ai marché vers le téléphone fixe, cet appareil ancien qu'ils voulaient jeter parce que plus personne n'utilise de ligne terrestre. J'ai composé le numéro que j'avais cherché dans mon vieil annuaire papier. Serrurerie clé de Savoie, ai-je demandé d'une voix ferme, claire, professionnelle. Oui, j'ai besoin d'un service urgent. Changement complet de toutes les serrures. Oui, maintenant. Je paie en espèces. J'ai raccroché. J'ai senti un courant électrique parcourir mon dos. Ce n'était pas de la peur, c'était du pouvoir. Monsieur Gaston est arrivé 30 minutes plus tard, un homme trapu en bleu de travail avec une caisse à outils lourde. Pendant qu'il démontait l'ancien mécanisme qui avait permis à mes bourreaux d'entrer pendant 2 ans, j'ai décidé qu'il était temps de faire ma propre inspection. Je me suis dirigée vers ce qui était autrefois mon bureau de lecture, ce sanctuaire de lumière et de paix que Séverine et Thierry avaient colonisé sous le nom prétentieux de bureau de projet. En ouvrant la porte, l'odeur m'a frappé en premier. Un mélange rance de fast-food, de parfums sucrés, et cette odeur particulière qu'a le papier quand on le laisse s'humidifier. Mes étagères, celles que mon défunt mari avait poncées et vernies à la main, étaient encombrées de bazar. Il n'y avait plus de livres. Ils avaient déplacé mes encyclopédies au garage pour faire de la place à des boîtes à chaussures de marque et des piles de magazines de mode. Je me suis approchée du bureau, une table en verre trempée toujours couverte d'empreintes de doigts. J'ai écarté une boîte de pizza vide et j'ai trouvé une montagne de correspondances non ouvertes. La plupart étaient au nom de Thierry, mais mélangées parmi les factures de ses cartes de crédit, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Une enveloppe blanche avec le logo de la banque adressée à moi. Madame Geneviève Daumier. C'était un relevé de compte d'une carte de crédit platine. Une carte que je n'ai jamais demandée. Une carte dont j'ignorais l'existence. Mes yeux ont parcouru la liste des mouvements et j'ai senti un vertige soudain. Restaurant l'Étoile du Lac, 350 €. Boutique Élégance, 820 €.
Technologie Plus, 1500 €. La liste continuait, totalisant près de 8000 € en un seul mois. Ils avaient falsifié ma signature. Dans le tiroir, j'ai trouvé l'agenda de Séverine. Sa grande écriture ronde d'écolière. Sur la page de la semaine prochaine, une note entourée de cœurs. Rendez-vous avec l'architecte. Projet agrandissement. Adieu chambre de la vieille. Bonjour dressing de rêve. Là était la sentence finale. Il ne me volait pas seulement, il prévoyait de m'éliminer. Ma chambre, mon refuge, allait être transformée en armoire pour ses vêtements volés. Le plan incluait sûrement de m'envoyer dans une maison de retraite bon marché. J'ai pris le relevé bancaire et l'agenda. La guerre venait de commencer. Monsieur Gaston a serré la dernière vis de la porte principale. « C'est terminé, madame », a-t-il dit en s'essuyant les mains sur un chiffon sale. Serrure haute sécurité, cylindre renforcé. Personne n'entre ici si vous ne le voulez pas. Et la porte arrière, ai-je demandé. Aussi. Et celle du jardin. Toutes changées. Voici les clés. Il y a 5 copies au cas où. Il m'a remis le trousseau de clés. Elles brillaient, neuves, lourdes. Elles étaient bien plus que des morceaux de métal taillés. C'était le sceptre de mon royaume récupéré. Je l'ai payé en espèces avec une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai fermé la porte derrière lui et j'ai passé le verrou. Le claque métallique a résonné de façon définitive. J'ai décroché le téléphone et appelé ma banque. « Bonjour, je souhaite signaler une carte frauduleuse à mon nom et bloquer tous les mouvements. Je veux également retirer mon fils Thierry Morin comme cotitulaire de mon compte d'épargne. » Oui, immédiatement. Je suis monté dans leur chambre, cette caverne grise et désordonnée. J'ai sorti 4 grandes valises qu'ils gardaient dans le placard. Des valises chères, évidemment. J'ai commencé à les remplir. Non pas avec soin, je n'ai rien plié. J'ai jeté les vêtements de Séverine, ses chaussures à talons, ses crèmes, ses fers à lisser. J'ai jeté les costumes de Thierry, ses cravates, ses jeux vidéo. En lançant leurs affaires dans les valises, je me suis vue dans le miroir de la coiffeuse. Une femme âgée aux cheveux blancs et à la robe simple. Mais mes yeux n'étaient pas ceux d'une vieille dame sans défense. C'étaient les yeux d'une femme qui venait de se réveiller d'une longue léthargie. C'étaient les yeux de quelqu'un qui a lu le Comte de Monte Cristo assez de fois pour savoir que la vengeance se sert mieux quand on a le contrôle total du terrain. J'ai rempli les 4 valises. Je les ai fermées de force. Je les ai traînées jusqu'au couloir, puis, une par une, je les ai descendues par les escaliers. Elles pesaient lourd, bien sûr, mais l'adrénaline est un carburant merveilleux. Je les ai laissées à l'entrée, alignés comme des soldats vaincus. Je me suis assise dans mon fauteuil face au téléviseur éteint. J'ai regardé les nouvelles clés dans ma main, caressant les bords dentelés avec le pouce. J'ai imaginé le moment où Thierry essaierait de mettre sa vieille clé. J'ai imaginé la confusion, les tentatives, l'incrédulité. J'ai imaginé Séverine soufflant d'indignation parce que sa clé intelligente ne fonctionnait plus dans la maison de la vieille idiote. En fin d'après-midi, j'ai entendu le son d'un moteur qui approchait. C'étaient eux. Ils arrivaient tôt, sûrement pour célébrer une autre victoire creuse avec mon argent. Dommage que la fête soit annulée. Le son métallique de la clé grattant contre la nouvelle serrure a été la première note de ma symphonie particulière. J'ai entendu le souffle de Thierry de l'autre côté du bois. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Séverine avec ce ton d'impatience qu'elle utilise quand le monde ne tourne pas à sa vitesse. « Ça ne rentre pas !» a répondu mon fils. Je me suis calé dans mon fauteuil, les mains croisées sur mes genoux, savourant chaque seconde de leur confusion. Je me suis approché de la porte et j'ai ouvert juste assez pour qu'ils puissent voir à travers la chaîne de sécurité. La lumière de l'après-midi est entrée dans le vestibule, illuminant les 4 valises qui attendaient près de la porte. Thierry a essayé de passer la main par la fente, mais la chaîne tendue l'a arrêté. Il m'a vu. Il a vu mes yeux clairs, sans lunettes, fixés dans les siens. Il a vu ma posture droite, puis il a baissé le regard et il a vu les valises. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il balbutié en reculant d'un pas. « Ce sont vos bagages, ai-je dit simplement. Je vous ai épargné la peine de faire vos valises. J'ai été très soigneuse, même si je dois admettre que les vêtements de Séverine prennent beaucoup de place pour si peu de tissu. Tu as sorti mes affaires
a crié Séverine en essayant de regarder par-dessus l'épaule de Thierry. Tu as touché à mes vêtements. C'est une violation de la vie privée. Je vais te faire un procès. Je vais te prendre jusqu'à tes vieux bouquins. J'ai laissé échapper un rire sec et bref. J'ai décroché la chaîne et j'ai ouvert la porte en grand. Thierry a fait un pas en avant pensant qu'il avait gagné, que j'avais cédé, mais je me suis plantée sur le seuil. « Prenez vos valises », ai-je ordonné en pointant les bagages du doigt. Tout est là. Vêtements, chaussures, cosmétiques, et cette collection ridicule de magazines que vous appelez « culture ». « Tu ne peux pas nous faire ça », a dit Thierry, et pour la première fois j'ai vu une vraie panique dans ses yeux. On n'a nulle part où aller. On a perdu l'appartement. Je sais, ai-je coupé. Et je vous ai ouvert ma maison. Je vous ai donné un toit, de la nourriture, et sans le savoir, ma carte de crédit. Mais l'hospitalité se paie avec le respect, Thierry. Et vous êtes en faillite morale. J'ai pris la première valise, la sienne gris anthracite, et je l'ai poussée avec force vers l'extérieur. Les roulettes ont tourné sur le carrelage et la valise s'est arrêtée près de ses pieds. Puis j'ai poussé celle de Séverine une par une. « Vos comptes sont gelés », les ai-je informés. La carte additionnelle a été annulée et j'ai changé la serrure comme vous l'avez remarqué. N'essayez pas d'entrer par le jardin. J'ai mis de nouveaux verrous aussi. « Et où est-ce qu'on va aller ?» a demandé Thierry avec la voix brisée. « Vous avez la voiture », ai-je répondu en désignant la berline grise. « Et vous avez la santé pour travailler. À ton âge, j'avais déjà bâti une carrière et élevé un fils. Je suis certaine que vous trouverez le moyen de survivre sans me voler. » « Tu es une sorcière », a hurlé Séverine en perdant son sang-froid, se jetant vers la porte. Thierry l'a attrapée par le bras. Elle se débattait, crachant des insultes, maudissant mon nom et le jour où elle m'avait connu. « Allez-vous-en maintenant », ai-je dit calmement, ou j'appelle la gendarmerie. Mon avocat, maître Roussel, a toutes les preuves de votre escroquerie. L'abus de confiance envers une personne âgée est un délit grave en France. Vous choisissez. Thierry, la peur de la prison brillant dans ses yeux, a traîné Séverine vers la voiture. Ils ont entassé les valises dans le coffre à la hâte. Le son des portières qui claquaient a résonné de façon définitive. Madame Colette, depuis le trottoir d'en face, m'a salué de la main, un geste timide de solidarité. Je lui ai rendu son salut d'un hochement de tête. Je suis rentré chez moi et j'ai fermé la porte avec le nouveau verrou. Le silence est revenu, mais ce n'était plus un silence d'attente. C'était un silence de victoire. 3 mois ont passé depuis que le serrurier a changé mon destin avec une perceuse et un jeu de clés neuves. Aujourd'hui, le salon de ma maison sent la cire à bois et les fleurs fraîches, pas cette tension rance qui imprégnait les murs quand ils vivaient ici. Mon bureau, cette pièce qu'ils avaient transformée en monument au désordre et à l'égoïsme, est redevenu mon sanctuaire. Il m'a fallu des semaines pour nettoyer l'énergie de cet endroit. J'ai dû laver les rideaux 3 fois pour enlever l'odeur de cigarettes mentholées et poncer le bureau pour effacer les marques de verres humides qu'ils avaient laissées sur le bois noble. Mais maintenant, mes livres sont de retour sur leurs étagères. Victor Hugo repose tranquillement à côté de George Sand. La situation avec Thierry et Séverine s'est résolue, non sans laisser des cicatrices qui mettront du temps à guérir si elles guérissent un jour. Il n'y a pas eu de prison, mais il y a eu justice. Maître Roussel a été implacable. Nous sommes arrivés à une transaction pénale pour éviter le procès. Thierry a dû reconnaître la dette totale de 8 000 € et signer une reconnaissance de dette devant notaire. Maintenant, chaque mois, je reçois un virement ponctuel sur mon compte. Ce n'est pas grand-chose, ce sont de petits versements qui lui prendront des années à rembourser, mais chaque euro qu'il me rend est une leçon d'humilité qui lui manquait depuis des décennies. Le plus triste et en même temps le plus prévisible a été ce qui s'est passé avec Séverine. Dès que le flux d'argent facile s'est tari et que la menace judiciaire est apparue, l'amour s'est évanoui. Elle est partie 2 semaines après que je les ai mis dehors, prétendant que Thierry était un perdant qui ne savait pas traiter une femme de sa classe. Thierry est venu me voir il y a quelques jours pour m'apporter le premier chèque. Je l'ai reçu à la porte. Je ne l'ai pas laissé entrer dans le salon. Il y a des frontières qui, une fois franchies, se ferment pour toujours. Je l'ai vu plus maigre, les cheveux coupés bon marché, vêtu d'un uniforme d'une entreprise de livraison. « Séverine est partie, maman », m'a-t-il dit la tête basse. « J'en suis désolé, fils », ai-je répondu. Et c'était vrai.
J'étais désolée qu'il ait dû apprendre à coups ce qu'il n'avait pas voulu apprendre par les conseils. Mais peut-être que maintenant tu comprendras que celui qui t'aime pour ce que tu as te quitte quand tu n'as plus rien. J'ai décidé que l'espace que j'avais défendu avec tant de force ne pouvait pas rester que pour moi. J'ai transformé l'ancien bureau de projet de Séverine en quelque chose de réel. J'ai placé une petite pancarte discrète sur la grille de l'entrée. Cercle de lecture et café. L'heure à nous. J'ai commencé en invitant Madame Colette et quelques autres voisines, des femmes de mon âge qui passent elles aussi beaucoup d'heures seules ou qui se sentent invisibles dans leur propre famille. La première session, nous étions 4. Aujourd'hui, nous sommes 12. Nous nous réunissons les mardis et les jeudis. Nous lisons, oui, mais nous parlons aussi de nos vies, de nos peurs, des fois où on nous a fait sentir que nous gênions. Nous avons créé un réseau de soutien invisible mais indestructible. Parfois je m'arrête au milieu du salon et je pense à l'ironie de tout cela. Séverine voulait une maison moderne, productive et pleine de gens intéressants. Eh bien, j'y suis arrivée, mais pas à sa manière. Ici, il n'y a pas de gens en costume cher parlant d'investissement fantôme. Ici, il y a des gens vrais, avec des problèmes vrais, cherchant des solutions ensemble. La dignité ne se négocie pas, elle s'exerce. Et ça, mes amis, c'est la leçon la plus intelligente de toutes. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.